Encyclopédie de l'Ordre Nouveau. Histoire du SOL, de la milice française et des mouvements de la collaboration, volume 2, par Grégory Bouis. Voilà, donc présentation de cet ouvrage, avec une très belle couverture, fait par un graphiste dont je joindrai le nom et le site web dans les commentaires, en bas de vidéo. Voilà, qui fait un excellent travail. Magnifique. Voilà, donc cet ouvrage, le volume 2, un peu plus petit que le précédent, mais qui compte quand même également près de 70 biographies. Voilà. Dédié à Robert Soula, décédé en juillet 2015. Voilà, qui fut militant franciste, puis membre de la Kriegsmarine et enfin caporal-chef dans la division Charlemagne, qui a beaucoup aidé l'auteur. Voilà, Robert Soula, qui a été vraiment la mémoire vivante des Français en uniforme allemand. Donc ce second volume, assez proche du premier, ma foi. Donc il couvre deux départements, principalement, la Haute-Garonne et l'Ariège. Voilà. Donc voilà, donc une petite explication à propos des fiches biographiques. Voilà. Donc les différentes fonctions et grades occupés par la personne sont placés de haut en bas, du plus récent au plus ancien. Sauf quand il s'agit d'un grade SS ou LVF, qui est en général placé en haut. Donc voilà, petite digression. Comment l'auteur a choisi les profils qu'il mettait dans ses ouvrages ou pas? Alors en gros, pour faire simple, tous les miliciens à partir du grade de chef de trentaine adjoint. Voilà, dans le sol ou la franc-garde bénévole. Donc chef de trentaine adjoint qui correspondait en gros à un grade d'adjudant. Et tous les francs-gardes permanents à partir du rang de chef de dizaine. Voilà. Donc la plupart des rangs inférieurs ne sont pas couverts, sauf si l'auteur estime que le profil est très intéressant, ou que le profil a servi dans une formation militaire allemande. Donc voilà, tous les Français en uniforme allemand sont répertoriés dans ces ouvrages. Ensuite, concernant les partis politiques, l'auteur a décidé de mettre le profil dès qu'il avait une fonction, même très mineure ou symbolique dans le parti. Voilà. Donc ce coup-ci, à partir de ce volume 2, les profils sont classés par zone géographique. Donc en premier, les départements et régions multiples, c'est-à-dire les personnes qui ont occupé des fonctions dans plusieurs départements ou plusieurs régions. Voilà, donc ils sont classés à part. Puis ensuite par département, ceux qui ont officié en Haute-Garonne. Et en Ariège. Et les inévitables annexes et documentations de rigueur. Pour commencer, les addendas au premier volume. Voilà, donc il répertorie les informations que l'auteur a oubliées ou ne savait pas encore à l'époque de la parution du premier volume. Ça peut être également des photographies, dont une cartonnée ici. Voilà. Perfectionniste, l'auteur ne veut rien oublier. Donc on va parcourir cet ouvrage, où on commence avec Henri Canton, voilà, qui fut chef de la trentaine franc-garde permanente de l'Ariège, à partir de décembre 1943. Bon, il a trouvé la mort assez rapidement, le 23 février 1944, en Haute-Savoie, à la tête de sa trentaine. À titre d'info, il a été décoré chevalier de la Légion d'honneur, à titre posthume. Ce qui fut très rare pour un chef milicien. Voilà.
Un profil majeur, Robert Pincemin, qui fut chef départemental adjoint de la LFC dans l'Ariège, puis chef départemental du sol, et enfin de la milice française, encore dans l'Ariège. Puis il a fini la guerre à partir d'avril 1944, chef départemental de la milice française de Haute-Garonne et d'Ariège. Il cumulait les deux départements. Voilà. Donc un profil majeur. Relativement jeune, en 1940 d'ailleurs. Et qui a échappé à la justice en s'enfuyant en Amérique du Sud, en Argentine, après la guerre. Voilà. Il est décédé assez récemment, en 2001. Partie Haute-Garonne. Christian Barillet, un agent du SD local. Donc dans cet ouvrage, beaucoup de chefs locaux du SOL ou de la Franc-Garde bénévole. Voilà, de nombreuses photos également. Donc là, le docteur Gaston Fournier, qui fut chef adjoint du service de santé du SOL, puis de la milice de Haute-Garonne. Bon, un poste très théorique. Très théorique. Surtout qu'il a démissionné en septembre 1943, comme beaucoup d'autres à la même époque. Bon voilà, l'auteur a pris le parti de publier certains témoignages, à charge ou à décharge, en faveur de telle ou telle personne. Donc pas tous, hein, évidemment, parce qu'ils sont très nombreux, mais certains qui sont vraiment... les plus intéressants, les plus emblématiques. Pierre Jousset, le comparse de Christian Barillet, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, un agent du SD également. Bon, il semble avoir échappé à la justice, hein, il était encore recherché en 1950. Voilà, un autre profil très intéressant, Julien Labedan, qui fut l'un des chefs de trentaine à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, puis qui a fini la guerre dans la Franc-Garde, l'unité Franc-Garde permanente de Haute-Garonne. Donc voilà, ce bonhomme, il a fui au Canada après la guerre, et voulait rester toute sa vie jusqu'en 2001. Il a fondé le club de montagne et camping de Montréal, premier club d'escalade du Québec. Voilà, une figure de son milieu, on peut dire. Voilà, donc de nombreux profils, hein, je passe rapidement. L'Ariège. Donc on commence par les membres du groupe d'action pour la justice sociale de l'Ariège, qui ont été jugés collectivement. Et il faut bien le dire, assez sommairement à la Libération. Donc le groupe d'action pour la justice sociale, c'était des groupes, des petits groupes formés par le PPF en avril-mai 1944 et qui étaient chargés de diverses missions, donc en théorie la chasse aux réfractaires, la garde de certains bâtiments allemands, mais qui très vite vont dégénérer en groupe paramilitaires et policiers. Donc ils ont été formés pas dans tous les départements, mais dans une bonne partie. Et en général, ils ont été très actifs. Très actifs et très, très meurtriers. Voilà, des cadres du PPF et de la Franc-Garde. Bon, je passe rapidement. Voilà, donc des fois, on a des familles entières, hein, comme Julien Meunier, qui fut secrétaire fédéral du PPF de l'Ariège, de 1942 à août 1944, donc toute la période. Voilà. Et le fiston,
Voilà, membre du PPF et qui s'est engagé dans la Waffen-SS. Voilà, l'un des parcours clés du livre, Jean Méniel. Voilà, qui fut chef de trentaine de la franc-garde à Aix-les-Thermes, en Ariège, puis qui ensuite est devenu chef départemental adjoint et chef départemental par intérim de la milice de l'Ariège à la fin de la période. Donc ce monsieur, il a fini dans la division Charlemagne, voilà, comme adjudant, pardon, voilà, Oberscharführer. Spice, c'est-à-dire adjudant de compagnie, de la compagnie d'état-major du régiment 58. Voilà, donc il se serait réfugié à Barcelone après la guerre. Jean Méniel. Voilà, donc au centre avec le chapeau. Voilà, donc on parlait des familles tout à l'heure. Michel Pincemin, le jeune frère de Robert Pincemin, le chef départemental de la milice de l'Ariège, puis de la Haute-Garonne. Voilà. Donc des fois, comme vous le voyez, de simples membres sans grade, sans fonction précise sont dans l'ouvrage. Mais parce qu'il s'agit d'un personnage relativement important ou d'un notable avec une certaine influence. Donc voilà, Louis Réveillac, c'était le directeur du journal L'Avenir, journal local. Voilà. Voilà, Jean-Rive, pareil, simple soldat de l'LVF et du groupe d'action, mais qui était directeur du journal Le Réveil du Saint-Gironnais. Voilà, quand même, un journal local. Puis, voilà, chef d'un journal PPF à Toulouse, Le Réveil. Voilà, Roger Vidali. Un des exemples parmi d'autres, voilà, d'un ancien légionnaire de l'LVF, apparemment décoré de la Croix de Fer 2e classe, qui est revenu en France et qui a continué son activité politique, voilà, comme PPF, secrétaire de section, et qui a fini, voilà, chef du groupe d'action pour la justice sociale de l'Ariège. Terminons sur les annexes et les documentations. Voilà, par un très long discours de Joseph Darnan, 30 janvier 1943, à l'occasion de la création de la milice. Donc un discours clé, très long, mais voilà, jamais publié. Nous continuons sur un document extrêmement important, dialogue sur les 21 points de la milice. Donc il s'agit d'une brochure programme de la milice. Donc c'est extrêmement intéressant et très peu connu. Donc la milice explique par des questions-réponses son programme sur tous les points. Et tente, on va dire, plus ou moins adroitement, de répondre à ses contradicteurs, enfin ce que pourraient dire ses contradicteurs. Voilà, donc ça fait quand même un certain nombre de pages. Un document majeur, le plan de redressement français. Voilà, écrit par Darnan, Georges Guibault, Marcel Déat, Jean Luchet, Noël de Tissot, et présenté aux autorités allemandes en septembre 1943. Voilà, donc un document fondamental, envoyé en plusieurs exemplaires au chef du Parti national-socialiste, dont Hitler. Voilà, et qui a eu une grande influence sur la suite des événements, parce que ça a incité Adolf Hitler à faire pression sur le gouvernement français, n'est-ce pas, pour placer des collaborateurs convaincus au gouvernement. Voilà, Darnan et Henriot y entrent dès janvier 1944, puis Déat en mars. Donc voilà, les signataires du plan, brossent le tableau un peu de la France du moment. Donc
Bon, forcément, ce n'est pas l'avis de la majorité de la population de l'époque, mais voilà, c'est un document fondamental, publié pour la première fois par Jacques Delperrier de Baillac dans son Histoire de la milice. Voilà. Un autre document extrêmement important sur la possibilité d'une Allgemeine SS en France. Donc l'Allgemeine SS, c'était la SS politique en Allemagne. Donc les fameux hommes en noir qu'on peut voir sur les vidéos du Troisième Reich de l'époque. Donc la SS politique et générale. Voilà. Et donc il a été question brièvement, en février 1944, de créer une sorte d'Allgemeine SS en France. Voilà, les dirigeants du parti nazi, Berger, Oberg et Himmler, ont eu brièvement cette idée. Et c'est très rapidement tombé à l'eau, pour des raisons que je vous laisse découvrir. Voilà. Et on termine sur des extraits de Combat, le journal de la milice, les numéros 3, 4 et 5. Donc encore des articles et des dessins, des caricatures. Voilà. Un autre dessin que j'aime beaucoup. Voilà. On voit Staline avec une pelle qui parle voilà, à une femme, une allégorie de la civilisation. Celle-ci déclare « Il y a un fossé entre nous ». Et Staline répond « Oh, tout au plus quelques fosses ». Voilà. L'humour anticommuniste. Et un autre où on voit Staline déguisé en femme, avec Roosevelt. Et ce dernier déclare « Je veux bien vous présenter dans le monde, mais à la condition que vous ne montriez pas vos dessous. » Bien vu. Voilà, donc des articles et une lettre très intéressante du général Léon Cuffot, donc une figure de la France libre. Voilà, pilote de chasse à l'escadrille Normandie-Niemen, en URSS. Voilà, 17 victoires aériennes, qui a fini général. Et qui écrit aux éditions des Presses de la Cité en 86 pour avoir des nouvelles de Saint-Loup. Et dans cette lettre, voilà, il proclame un peu son respect pour les anciens combattants de la LVF. Voilà. Et enfin, toutes les sources d'archives départementales et nationales que l'auteur a faites, à travers toute la France. Donc on peut voir classé par région, avec toutes les cotes de documents des différents départements. Plusieurs centaines de documents, de dossiers. Voilà, en zone nord, en zone sud, aux archives nationales à Paris. Voilà, c'est innombrable. Innombrable. Voilà, toutes les régions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.